Bonjour les assisteurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 40 du 30 avril, épisode exceptionnel. J'ai des sociétés qui ont très bien performé, j'en ai d'autres qui ont très très mal performé. Et sur la semaine, je surperforme le CAC. Donc on va voir ça en détail avant. Recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je présente mon portefeuille rapidement pour les personnes les plus pressées. Je vous rappelle que même si vous restez que 5 minutes sur la vidéo, c'est très gentil de mettre un pouce, c'est très motivant pour moi. Et voilà pour le PEA pour finir. Donc j'ai acheté une entreprise cette semaine. Voilà, pour les plus pressés et pour les moins pressés, on va voir ça en détail en commençant par le fichier Excel. Ok, donc cette semaine j'ai gagné plus 0,63%, donc 113,55 €, très très bien. J'ai rajouté 350 € sur le compte PEA cette semaine, donc j'ai acheté une société. Ok, donc on va la voir tout à l'heure. Depuis le début de l'année, donc depuis le début de l'année, ah j'enlève ma tête, faut pas que j'oublie de la remettre. Donc depuis le début de l'année, je fais plus 4,81%. Donc c'est nul par rapport au CAC. Je suis quand même content parce que je suis en positif. Par contre, ça me fait extrêmement peur parce que le CAC est extrêmement haut. Et s'il y a une consolidation sur le CAC, je risque de passer en négatif sur l'année. Donc ça, c'est pas cool. On verra ça un peu plus tard. Ok, donc moi je me compare par rapport à trois indices. Donc par rapport au CAC 40 classique, j'ai 11% de retard. Par rapport au CAC dividende réinvesti, j'ai 12% de retard. Et par rapport au CAC mid and small, donc là j'ai plus que 1,7% de retard. On voit que ma liquidité a encore baissé, normal, j'ai rajouté de l'argent sur le PEA, donc j'en suis seulement à 17% de liquidité. Il me reste seulement 17% de liquidité, donc il devient plus ou moins urgent de vendre des trucs. Ok. Donc ma liste des courses a légèrement changé, j'ai rajouté téléperformance. Donc je suis rentré sur téléperformance, un début de petite ligne, un début de ligne, tout simplement, un petit début de ligne, voilà on va le dire comme ça. Et donc je prévois de renforcer jusqu'à 500 € si jamais ça continue à baisser téléperformance. Voilà, on verra sur le graphique tout à l'heure jusqu'où je pense qu'elle peut aller. Donc j'ai prévu de renforcer 13 sociétés sur les 20 que j'ai actuellement en portefeuille. Et j'ai pas mis à jour celle qui me manque. Ok. Non, je sais plus. Ok. STM. Non, bon, c'est pas grave. Ok, donc on verra ça la semaine prochaine. Donc mon tableau des dividendes n'a pas énormément changé. J'ai rajouté Téléperformance. Voilà, donc il y a un tout petit rendement de 2% au prix auquel je l'ai acheté, ce qui fait 7,70 €. Le dividende est déjà tombé, donc ce sera seulement pour l'année prochaine. Ok, donc j'ai rajouté de l'argent sur le PEA et ce n'était pas sur une société qui rapporte beaucoup de dividendes. Du coup, mon rendement a légèrement baissé. Pour rappel, j'ai un objectif de 5% de rendement sur l'ensemble des portefeuilles. Ok. Et pour mes stratégies, du coup, je suis plus ou moins à 50-50 sur chaque stratégie. Voilà. Suite à l'achat de Téléperformance. Ok, donc j'ai un souci avec le graphique des sommes investies. Donc je le montre pas trop. Par contre, j'ai mis à jour le graphe des sommes mises à jour à vendredi. Donc voici la répartition de mon portefeuille. Donc en graphique et ça évite de voir sur deux portefeuilles différents, hein, PTF et pardon, le compte titre et le PEA. Donc tout est regroupé dans ce graphique. Donc aucune société ne dépasse 10% du portefeuille. Très très bien, c'est ce que je vise. Bon, par contre, j'ai beaucoup de petites sociétés, là, ce serait bien de les renforcer un petit peu quand même, que ça prenne un peu plus de poids dans le portefeuille. Et me séparer de mes boulets, de mes gros gros boulets, Atos et Cumulus Vape. Voilà, j'espère rapidement repasser en positif, histoire de m'alléger ou vendre. En tout cas pour Atos, vendre. Ok. Alors, par rapport aux sociétés par secteur, donc Téléperformance, c'est une société de télécommunication. Donc je vais la rajouter en télécommunication. C'est aujourd'hui mon 1, 2, 3, 4, 5e secteur. Et je vous ai fait également la liste des secteurs qui me restaient à acheter. Donc du luxe, LVMH notamment, matières premières, Air Liquide de préférence,
Biens de consommation courante, L'Oréal. Donc j'ai dit LVMH, Air Liquide, L'Oréal pour biens de consommation. Service aux collectivités, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas voulu rentrer sur Engie. Je viserais plutôt Voltalia ou Neoen ou Séché Environnement. Ok. Et immobilier, donc immobilier ce serait plutôt sur le compte titre du coup. Donc je pense un petit peu à CBO, mais ça pourrait aller sur le PEA. Et sinon, je pense fortement à Clépierre ou Unibail sur le compte titre. Ok. Et par rapport au graphique du coup par taille d'entreprise, donc Téléperformance est une large cap, ça se rajoute à mes large cap. Très très bien. Donc c'est un peu plus équilibré qu'auparavant. Ok. Donc on a fini avec le fichier Excel, on va repasser au portefeuille. Je pense que la vidéo sera longue, il y a énormément de news. Alors, donc on peut voir en haut que le CAC cette semaine a fait moins 1,13% et moi j'ai fait plus 0,6%. Donc très très bien. Je rattrape un petit peu mon retard que j'avais accumulé ces dernières semaines. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc Total Energy a fait plus 0,4% sur la semaine. J'en suis à plus 81%. Il y a une toute petite news. Donc Total Energy inscrit une résolution climat d'actionnaire à son assemblée générale, mais il conseille de le rejeter. Donc le projet de résolution de nature consultative, porté par un groupe d'actionnaires représentant moins de 1,4% du capital, lui demande de se doter d'objectifs d'émissions indirectes dites de Scope 3, liés à l'utilisation des produits énergétiques vendus à ses clients, qui soient alignés avec l'accord de Paris sur le climat, a expliqué le groupe dans un communiqué. Donc Total nous dit la résolution proposée n'apporte pas de réponse crédible aux enjeux du changement climatique et serait contraire aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses clients, a estimé Total Energy, qui recommande à ses actionnaires de se prononcer contre et de voter en faveur de sa propre résolution climat et sustainability sur le sujet. Donc je vous avoue que j'ai pas creusé le sujet encore. Je vais aller voir que disent les deux résolutions, mais voilà, je vous avais fait part de mes critiques moi aussi également sur la façon de Total Energy de gérer l'après-pétrole, ou en tout cas de gérer leur argent hum, à un moment de l'histoire où il faut énormément investir pour changer nos énergies, l'utilisation de nos énergies. Donc voilà, moi j'étais extrêmement critique, donc je vais aller voir tout ça, voir ce qui est le mieux pour moi. Voilà, donc ils nous font peur en nous disant que ça va à l'encontre des intérêts de la société, des actionnaires et de ses clients. Donc je vais voir ça de moi-même. Je vous invite à faire pareil. Ok. Donc en graphique, Total Energy, ça nous donne quoi? On est toujours super haut. Ok. Donc Total Energy, on latéralise à un niveau extrêmement haut. La semaine dernière, je vous avais proposé des résistances obliques baissières sur la plupart de mes sociétés. Donc elle est là, je l'ai laissé pour vous. On voit que c'est pas une tendance baissière, ça latéralise. Donc ça latéralise extrêmement haut. Pour rappel, moi je pense que ça peut aller à 62, 64 euros. Il y en a il y a les analyses qui la voyaient encore aller plus haut, mais il me semble que 62, 64 c'est déjà pas mal. Hmm, Mais voilà, donc moi c'est mon scénario, c'est que ça monte à 62, 64, mais il est possible que ça redescende, hein, encore une fois, à 51,50 € environ. De nouveau, je pense qu'il y aura énormément de monde à ce niveau-là, qu'il y aura un gros support. Donc à suivre, total, pour l'instant c'est très très beau. Ok, donc Cumulus Vep, elle a rien fait sur la semaine, j'en suis à moins 12% sur la ligne du compte titre, j'ai là la même ligne sur le PEA. Il y a une news, alors... Donc ils ont sorti leur rapport financier annuel. Donc on avait déjà vu ensemble les chiffres, il me semble bien. Donc là, il y a 47 pages. Je vous ai sélectionné une partie seulement du, du rapport, enfin du document qu'on va voir en partie ensemble. Alors, il faut que je retrouve du coup ce que j'avais prévu. Alors, constatation d'augmentation de capital sur exercice des BSA. Donc, c'est ce que j'arrête pas de vous dire à chaque fois que je présente la société, c'est qu'il y a des OCA BSA sur le dossier. Donc, c'est compliqué. J'avoue qu'il est extrêmement dur d'avoir l'information en dehors des rapports financiers annuels. Donc c'est pour ça que je le montre en gros. Voilà. Donc il y a bien des BSA jusqu'à la fin de l'année 2023.
Donc, période d'exercice des BSA 2020 du 10 mai 2021 au 29 décembre 2023. Donc, c'est bien ça. Donc, j'ai lu le tableau, mais sincèrement, je suis incapable de vous dire ce qui reste encore en BSA à émettre. Sincèrement, j'ai lu, mais j'ai rien compris. Je rappelle que je suis pas un comptable, donc voilà, c'est compliqué. Alors là, ils nous parlent des deux sociétés qu'ils ont achetées en fin d'année dernière, pour lesquelles ils ont fait une augmentation de capital. Donc le prix d'acquisition des deux filiales détenues à 100% ont été majoritairement réglés par emprunt bancaire et le sol payé via une augmentation de capital. Donc très peu dilutif, mais bon, avec les OCA, ça se cumule quoi. Ok, donc très petite augmentation de capital, hein, mais bon quand même, 5000 actions. Ok. Alors, on a des membres du conseil d'administration qui ont vendu des actions. Donc, Monsieur Stéphane Alighieri. Alors attendez. Ok, non, là, ils ont souscrit, je pense. Bon, c'est un autre tableau, du coup. Donc, au 31 décembre 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros. Très, très bien. Contre 34 millions d'euros l'année précédente. Les résultats d'exploitation s'élèvent à 3 millions d'euros contre 2 millions l'année précédente. Le résultat courant avant impôt à 3 millions contre 2 millions l'année précédente. Et l'exercice clos au 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice net comptable de 2 millions contre un bénéfice de 1 million l'année précédente. Ok, donc ils nous disent qu'ils n'ont aucune activité en Ukraine, donc ça ne change rien. Ok, donc ils nous répètent la même chose. Donc il y a une distribution de dividendes. J'ai pas lu l'information comme quoi ils allaient rééditer le dividende cette année. Risques et incertitudes auxquelles la société est confrontée. Donc il y a un tableau dans lequel ils nous disent les 10 risques qui pèsent sur leur entreprise. Et ils les ont classés par risque, probabilité de risque. Donc on voit que le risque le plus important pour eux, c'est les taux et devises, par perte liée aux fluctuations de taux d'intérêt et des taux de change. Donc ça, c'est leur plus gros risque. En deuxième plus gros risque, l'impact de la société à s'adapter aux pratiques agressives de la concurrence. Et troisième plus gros risque, une perte financière en cas de manquement d'un client à ses obligations contractuelles. Donc un client qui ne paye pas. Une augmentation de la concurrence et donc la perte de change. J'imagine que tout ce qu'ils achètent, ça vient plus ou moins d'Asie, hein. Donc, au 31 décembre, la dette financière de la société se compose en trois prêts. Il y a un premier prêt qui se finit au 30 octobre 2023 avec un taux très très intéressant. Un deuxième prêt qui se finit au 31 décembre 2029 à un taux de 4%. Et donc une mensualité de 16 000 euros par trimestre. Et un troisième prêt, donc de 250 000 euros à la base, qui se finit au 31 décembre 2029 également, pour lequel il y a une mensualité de 3 480 euros. Mensuel cette fois. Ok. Donc il y a quand même 600 000 euros de prêt et l'entreprise a fait 2 millions de bénéfices cette année. Très bien. Donc les principaux actionnaires de l'entreprise, et il me semble que c'est après qu'on voit ce qu'ils ont vendu. Donc ça non, c'est pour le contrat de liquidité, donc on s'en fiche. Alors, donc il y a les dirigeants ont vendu des sociétés, hein. Depuis la clôture de l'exercice, deux déclarations ont été réalisées auprès de l'AMF. Donc le 9 janvier 2023, cession de Madame Menu
donc administrateur de 15 000 actions Cumulus au prix de 9,60 €. Et le 20 janvier, donc la société Rockvision, donc de nouveau un administrateur, a vendu 80 000 actions au prix unitaire de 9 euros. Donc ça, non. Et bon, je crois qu'on va en finir là. Bon, après, les tableaux financiers, il y en avait, mais il me semble qu'on les avait déjà vus ensemble, hein. Donc c'est pour ça que je ne les voulais pas montrer cette semaine. Il me semble qu'on les avait déjà vus avant, hein. Hmm. Bon, donc il y a énormément de news. On a passé, donc il y a eu les chiffres, ils sont bons, 2 millions. Il y a toujours des OCAB, ça sur le dossier, donc faire gaffe. En plus, ils ont fait. Alors, il n'y a pas de news non plus sur l'acquisition des 50 boutiques. Il n'y a aucune information par rapport à ça. Donc, j'aurais bien aimé qu'ils nous disent comment ils allaient financer le truc. Voilà, sachant qu'il y a déjà des emprunts et qu'ils ont l'habitude de faire des OCA. Enfin, c'est pas l'habitude, mais ils ont fait une OCA BSA pour 10 boutiques il y a 2 mois, 4 mois. Donc bon, il est fort probable qu'ils fassent de nouveau une augmentation de capital. Ok? Donc, depuis qu'on a eu la news sur le rachat et les chiffres, donc c'est quand même en tendance baissière. On est passé sous les 10 euros. Donc pour l'instant, les 10 euros font résistance, pardon. Et MM200 fait support à 907. Donc à voir si ça continue à se dégrader ou pas. Voilà. Et plus vite on aura l'information de comment ils vont financer leurs 50 sociétés, mieux ce sera pour tout le monde. On sera rassuré. Au moins on saura où on va. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Ok. Et moi, la dernière fois que j'ai fait quelque chose, du coup, je m'étais renforcé extrêmement haut en décembre 2021. Donc depuis décembre 2021, j'ai les deux lignes de mon portefeuille que je me traîne comme un boulet, en espérant que ça se reprenne. Ok, donc on a fini avec le compte titre, on passe au PEA. Vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre, donc je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux forme mon compte bourse. Orange cette semaine a fait plus 2,43%, très très bien, donc j'en suis à plus 24% depuis que je l'ai acheté. On s'approche fortement des 12 euros, donc j'avais dit que je m'allégerais certainement à 12 euros, hein. Donc ils ont aussi sorti leurs chiffres cette semaine. Orange publie à base comparable un EBITDA en hausse de 0,5% à 2,59 milliards d'euros, en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2023, pour un chiffre trimestriel en croissance de 1,3% à plus de 10 milliards. L'opérateur historique français explique cette progression du chiffre d'affaires par une croissance des services de détail, alimentée notamment par les hausses tarifaires en Europe et le moteur Afrique et Moyen-Orient. Orange confirme ainsi ses objectifs financiers tels que présentés le 16 février dernier, pardon, dont pour 2023 un EBITDA en légère croissance et un cash flow organique des activités télécom d'au moins 3,5 milliards. Donc c'est très bien, légère croissance. Voilà, on n'achète pas Orange en pensant que c'est une start-up qui va faire 20% d'augmentation de chiffre d'affaires par an. Non, pas du tout. C'est une grosse mémère, un peu lente. Et donc là, on arrive à des prix très très élevés, les 12 euros en ligne de mire. Donc pour l'instant, je ne me suis pas allégé. On est dans la résistance des 12 euros. C'est extrêmement haussier, donc je m'allège pas tout de suite, mais voilà, je m'attends quand même à ce qu'on latéralise sous les 12 euros, qu'il y ait une petite, voilà, qu'on la passe pas tout de suite en tout cas. Donc à voir quelle tête ça va prendre. Si je m'allège tout de suite ou si je vois que c'est toujours une très belle tendance haussière, que ça passe les 12 sans problème, évidemment, je vendrai pas à 12, mais peut-être un peu plus haut, hein. Et j'ai prévu d'en vendre 20. J'en ai 140 aujourd'hui, donc tout petit allègement. Voilà, le reste long terme. Ok, donc quoi vous dire, à part que c'est extrêmement haussier, voilà, on est dans une résistance. Donc à voir ce que ça va en faire. Coface a fait plus 0,8% cette semaine, j'en suis à presque 26% de plus-value. Pardon, ouais, Orange, la dernière fois que j'ai fait quelque chose, je me suis renforcé à 9,20 € le 20 décembre 2022.
Ok, donc on était à Coface. Est-ce qu'il y a une news sur Coface? Non. En graphique, ça nous donne quoi? Donc, de nouveau, une résistance oblique baissière sur Coface. Donc là, pour l'instant, on reste sous la résistance oblique baissière, hein. On est toujours en tendance haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc, c'est très très bien. Tendance haussière de court terme. Ouais, court, moyen, long terme. Plutôt haussier Coface. Mais là, de très court terme, on est sous résistance oblique baissière. Donc, on va voir si on arrive à les passer. Je suis relativement confiant pour qu'on y arrive quand même. Et rester au-dessus de 50. Voilà, un peu de volume, mais bon, pas tous les jours non plus. Donc à suivre. À suivre qu'au fasse. Passer les 14-14 en clôture pour essayer d'avoir les plus hauts historiques. Hmm. Et il faudrait que je trouve la date de dividende pour qu'on fasse pour la semaine prochaine. Mais il ne semble pas que ce soit tout de suite non plus. Voilà, on va certainement avoir un peu de temps. Et la dernière fois que j'ai fait quelque chose sur Coface, pardon, j'avais acheté 24 juin. Je m'étais renforcé en juin 2022 à environ 10 euros. Un peu en dessous de 10 euros, il me semble. Ok. Donc quoi vous dire? Ah ouais, j'ai dit, hein, de très court terme, c'est quand même sous résistance oblique baissière. Donc à voir ce que ça va faire. Je peux pas vous dire plus. En plus, il y a énormément de choses à voir. Donc Atos, l'énorme surprise de la semaine. Atos a fait plus 11,8% sur la semaine. Je suis toujours en moins-value de 20% sur Atos. Alors quoi de neuf? Atos. Atos a aussi sorti ses chiffres. Ils confirment leur objectif pour 2023. Donc pour rappel, leur objectif c'est une augmentation du chiffre d'affaires comprise entre moins 1% et plus 1%. Et en parallèle, le groupe vise une marge opérationnelle comprise entre 4 et 5%. Waouh, c'est vraiment nul, hein, c'est vraiment nul. Donc sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires d'Atos a progressé de 2,2%. Ok, à 2,8 milliards. En variation organique, l'activité a cru de 2,8%. Le groupe a indiqué avoir engrangé pour 2 milliards d'euros de commandes au premier trimestre, ce qui fait ressortir un ratio prise de commande sur chiffre d'affaires de 73%, contre 72% pour la même période en 2022. Ok. Par ailleurs, le groupe est en bonne voie pour décider de son projet de séparation en deux entités et a l'intention de convoquer une assemblée générale spécifique au second semestre 2023, dédiée à la finalisation du projet scission envisagé. Ok, donc le projet de scission, il a également changé de nom. Alors, le mois dernier, le constructeur aéronautique Airbus a mis un terme aux discussions entamées en février avec Atos au sujet de l'achat de 29,9% d'Evident, alors appelé Evidian. Donc c'est évident maintenant le nouveau nom. Ok. Les deux groupes continuent de discuter d'autres options, avaient alors précisé Airbus et Atos dans des communiqués distincts, en ajoutant que le travail se poursuivait concernant un partenariat stratégique et technologique de long terme entre Airbus et Evident. Donc, au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes, la directrice générale adjointe d'Atos a indiqué que le groupe était en discussion avec d'autres acteurs potentiels sur des prises de participation dans Evident, tout ajoutant ne pas pouvoir commenter plus à ce stade. Ok. Donc en graphique, on va voir ce que ça donne, mais plus 11% sur la semaine, waouh. Donc pareil, je vous avais proposé une résistance oblique baissière, donc elle est cassée, très très bien. Un peu de volume en plus, on est passé au-dessus de 50, ça accumule. Ah mince, je vous ai pas préparé la VAD, je la prépare vite fait. Donc l'exceptionnel Lumi nous a encore fait la VAD hier soir. Et hop, et on a pu se rendre compte que du coup la VAD d'Atos était redescendue à moins de 3% du capital. Moins de 3% du capital d'Atos est détenu par les shorters. Pour rappel, on vient de loin, on était à plus de 12% au début de l'année, il me semble. Donc très très bien, les vadeurs se rachètent, les vadeurs se rachètent. Les chiffres sont quand même moins pires, légèrement moins pires qu'avant. On se rapproche de la scission. Il peut y avoir une bonne nouvelle avec un partenaire qui rentre dans Evident à tout moment. Donc
il est normal que les shorters se rachètent. Très très bien. Donc à voir ce que ça va faire à Athos. Là, on a clôturé légèrement au-dessus de mon support pour moi à 12,50. Donc très très bien. À voir si on continue de performer la semaine prochaine. Là, on est en dehors des Bollinger quand même. Donc il est probable qu'on consolide aux alentours des 12,30, 12,50. Voilà, pour moi. Donc en espérant que ça performe quand même, hein. En espérant que ça performe. Et moi je suis bien conscient que là mon PRU il est quand même mal placé à 15,84. Il est au-dessus des plus hauts récents. Donc si je vise la scission, si je vise l'entrée en capital d'une grosse société dans Evident et que je vise du coup les 20 euros, bon je m'en fiche. Mais, euh, mais à plus court terme, si je vais essayer de m'en sortir, il faudrait que je renforce. Donc là, voilà, j'ai déjà mis 1750 euros sur Atos. C'est ma plus grosse ligne à ce jour. Donc c'est pour ça que j'hésite fortement à de nouveau rajouter des sous, quoi. Surtout que j'ai pas de conviction sur Atos. Enfin, ma conviction, c'est qu'actuellement, elle est quand même... Actuellement, à 12 euros, elle est un peu sous-évaluée quand même. Et à 16... À 16, elle n'est pas spécialement sous-évaluée. Elle est plutôt à son prix normal. Atos à 16 euros, je trouve. Étant donné les chiffres et tout ça, ce n'est que mon point de vue. Et effectivement, comptablement, surtout évident, peut valoir 5 milliards, moins les 3 milliards de dettes, ce qui équivaut à 2 milliards, et ce qui ferait un prix entre 18-20 euros, on va dire. 18-21. Ok, donc voilà, je vous ai parlé de mes doutes, je vous ai parlé de mes doutes sur un renforcement ou non, bon, et que pour l'instant c'était plutôt non. Je me doute que je vais devoir faire la scission pour essayer de m'en sortir sans trop de dommages, en espérant que quelqu'un rentre dedans dans évident avant la scission et que je puisse m'en sortir un peu plus tôt. Ok. Société Générale. Société Générale a fait moins 0,9% sur la semaine. J'en suis à moins 12% depuis que je l'ai acheté. Donc il y a de nouveau eu les bourses mondiales ont été rattrapées par les craintes bancaires. Donc c'était mardi, il me semble. Le numéro 1 de la banque suisse UBS en passe de racheter sa rivale Crédit Suisse a indiqué avoir engrangé un bénéfice de net de 1 milliard d'euros au premier trimestre, bien en deçà des attentes, mais il fait état de fortes entrées de capitaux sur cette même période, témoignant de la confiance des clients malgré les turbulences actuelles. Quant à l'américain First Republic Bank, sous forte pression en mars, après des remous importants dans le monde de la finance, elle a annoncé lundi une fonte de ses dépôts entre fin 2022 et fin mars 2023. Donc, et Société Générale, du coup, à la suite de ces deux informations, a enregistré la pire baisse du CAC 40 à moins 2,5%. Donc, c'était mardi, il me semble, hein. Mm. Bon, donc il y a une petite crainte de nouveau sur le secteur bancaire. Donc, c'est pour ça que, du coup, les sociétés bancaires n'ont pas bien performé. Donc, Société Générale, moins 0,9%. Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé d'un éventuel drapeau qu'il fallait pas dépasser les 38 de Fibo. C'était la semaine dernière, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Donc un éventuel drapeau, fallait pas dépasser les 38,2 de Fibo, sinon le drapeau était invalidé. Donc on n'a pas dépassé les 38,2 de Fibo. Donc potentiellement c'était un drapeau, mais là la baisse est quand même moins forte que si c'était un drapeau, hein. C'est plutôt une latéralisation, un cran en dessous, voilà, au-dessus des M200 semaines avec support M200 semaines, voilà, c'est ça. Bon, et pour le coup, je vous avais proposé un support oblique, mais qui lui aussi a été cassé. Donc on latéralise pour moi, voilà. C'est pas une baisse, c'était pas un drapeau, on latéralise pour l'instant. Donc on a fortement baissé mardi avec la reprise des turbulences sur le secteur financier, bancaire, pardon. Mais les autres jours de la semaine, on s'est repris, hein. Donc à suivre, ça accumule, mais RSI toujours en dessous de 50.
Ok, donc qu'est-ce que ça va faire? En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, AM200 semaines fait bien support. On peut essayer d'acheter en dessous avec un stop en clôture en dessous des M200 semaines. Et il y a longtemps qu'on n'a pas passé AM200 jours. Donc il faudrait déjà essayer de la passer à 23,42 aujourd'hui pour essayer d'aller voir plus haut. Pour l'instant, c'est général, c'est la bancaire la plus en retard de toutes, hein, il me semble. On verra ça tout à l'heure quand on verra Crédit Agricole. Donc Ruby a fait plus 2,68% sur la semaine, j'en suis à plus 6,27%. Est-ce qu'il y a une news? Non, prochaine Amundi, ok. Donc Ruby en graphique. Donc Ruby, la semaine dernière, je vous avais proposé, ou il y a 2 semaines, je sais plus, un éventuel double top qui nous ramènerait les cours vers les 20,80 €. Donc pour l'instant, on ne prend pas la direction du double top, hein. Le double top a été invalidé. On prend plutôt la direction du nord. Voilà. Vendredi, on s'est arrêté pile poil sous la résistance, en accumulant avec un peu de volume mercredi quand même. RSI au-dessus de 50. Donc, que va faire Ruby? Que va faire Ruby? Jusqu'à présent, on avait énormément de mal à passer les 27 euros. Donc, va-t-elle réussir à passer les 27? Sachant que l'Assemblée générale n'est pas tout de suite, le dividende non plus. Donc, il risque d'avoir un certain support sur Ruby pendant encore un mois ou deux. Un mois et demi, il me semble, pour l'Assemblée générale de Ruby. Ok, donc j'ai pas dit de prix. Non, j'ai dit qu'on était sous résistance. On va passer les 27, là, les 27 en clôture pour essayer d'aller voir plus haut. Pour l'instant, ça prend bien le chemin en tout cas. Amundi a fait plus 0,6% sur la semaine. J'en suis à moins 2% depuis que je l'ai acheté. Donc une news. Donc elle aussi a sorti ses chiffres trimestriels, baisse de 7,5% de son résultat net ajusté au premier trimestre. Donc Amundi a fait part d'un résultat net ajusté de 300 millions d'euros, quasi stable par rapport au résultat du quatrième trimestre 2022 et en baisse de 7,5% par rapport au premier trimestre 2022. Donc ils vont tout comparer par rapport au quatrième trimestre 2022 et par rapport au premier trimestre de 2022, hein. Donc le résultat brut d'exploitation ressort à 369 millions, en baisse de 10% par rapport au premier trimestre 2022 et 2,5% par rapport au quatrième trimestre 2022. Donc de nouveau tout en baisse, hein. Le revenu net ressort à presque 800 millions d'euros, en baisse de 4,9% par rapport au premier trimestre, mais stable par rapport au quatrième trimestre. Les commissions en baisse de 3,9% sur un an. Alors, il nous parle d'une de leurs filiales, Amundi Technologies, enregistre une croissance de 35% par rapport au premier trimestre 2022, à 13 millions d'euros. Donc, c'est pas mal. Donc, il nous explique cette bonne performance financière s'explique par la diversification des activités d'Amundi et son efficacité opérationnelle et se traduit par une bonne résistance des revenus et la maîtrise des charges. Bon, bah, efficacité opérationnelle, bof bof quand même, hein. Une bonne résistance des revenus, bof bof. Bon. Donc les gains de productivité et la poursuite des synergies dégagées par l'intégration de l'IXOR nous ont en effet permis d'absorber les effets de l'inflation tout en continuant à investir. Il faut également souligner la bonne collecte de nos activités retail sur le trimestre, qu'il s'agisse des réseaux partenaires en France et à l'international ou des distributeurs tiers. Ok, donc je remets ma tête, j'ai oublié de remettre ma tête. Ok Amundi, donc quand même bof bof les résultats du premier trimestre, hein. Une baisse, une décollecte. Donc Amundi, elle, je vous avais proposé une résistance oblique baissière. Vendredi, on l'a passé en clôture. Donc à voir mardi, pardon, une journée de confirmation. Voilà, savoir si on est passé ces résistances obliques baissières, si on latéralise ou si on performe. Bon, après ces chiffres, je m'attends pas non plus à une performance de fou. Alors moi, je me suis pas allégé. Il y a plusieurs sociétés sur lesquelles là, je vous ai toujours dit que j'ai des PRU un peu élevés, notamment Amundi. Mais je m'allège pas, j'ai du mal à m'alléger, hein. Pour l'instant, on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc
Voilà, si on casse le plus bas récent, là, à 55 euros, on sera trop loin de mon PRU, je pourrais pas vendre. Et pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Donc voilà pourquoi moi je veux pas vendre. J'ai fortement pensé avec d'autres, Stellantis, Metropole TV, et je sais plus laquelle, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, donc moi je reste un peu déçu par les chiffres donnés là par le premier trimestre. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas pour l'instant ça accumule. Même dans la baisse on voit que ça a accumulé quand même. Donc à ces prix, c'est cher, hein, certes. Après pour le long terme c'est peut-être pas dégueu 60 euros. À voir ce que ça va faire sur le long terme, hein. J'en sais rien donc pour l'instant je garde tout. J'ai pas dit le prix. Sincèrement j'en sais rien. Sincèrement là les prix, bon on va juste dire comme d'habitude, hein. Je vais me répéter. Donc 60 euros, c'est trop cher. J'ai dit en dessous de 58, éventuellement un début de ligne. Un début de ligne, hein, ça veut bien dire qu'il faut penser à avoir des sous pour pouvoir renforcer plus bas s'il le faut. 50-52 euros le support plus bas. Il y aura également M200 jours qui a quand même bien fonctionné là les deux dernières fois, en mars et en décembre. Actuellement à 54,37. Ok. Et moi, je suis déjà dessus, je suis déjà bien dessus, donc je me renforce entre 48 et 50 si on y va. Ok. Eurofins, ça fait plus 3,40% sur la semaine. J'en suis à moins 2,40% depuis que je l'ai acheté. Donc elle, j'ai pas pensé à la vendre, hein. Sincèrement, Eurofins. Alors on en parle après. Je lis d'abord et après on en parle. Donc elle aussi a sorti ses chiffres trimestriels. Baisse de 10% des revenus trimestriels. Donc un revenu de 1,57 milliard en baisse de 10% par rapport au trimestre 2022, grévé par une chute des revenus liés aux tests et réactifs de la Covid-19. Donc 10 millions d'euros de Covid-19 l'année dernière et seulement... non, 300 millions d'euros pardon, de chiffre d'affaires dû au Covid l'année dernière et moins de 10 millions cette année. Donc grosse baisse de chiffre d'affaires dû au Covid. On a déjà parlé sur la chaîne, hein. A priori, le plus bas fondamental est attendu sur Eurofins en 2023. Donc pour moi, c'est en 2023 qu'il va falloir se positionner avec des bons prix pour les années à venir, le futur. Donc le prestataire de services bioanalyse a par contre vu les revenus de ses activités principales augmenter de 7,1% en organique, surpassant ainsi son objectif de 6,5% par an en moyenne. Donc très très bien. Donc il y a une croissance organique de 7%, hein. Donc les prix sont très compliqués fondamentalement à calculer aujourd'hui sur Eurofins à cause du Covid qui s'en va. Mais la société a toujours été très bien gérée. Il y a une croissance quand même organique assez sympathique. Voilà, donc moi je pense qu'il faudrait se positionner dessus en 2023 sur Eurofins pour le long terme. Donc Eurofins confirme ses objectifs visant pour 2023 un EBITDA ajusté entre 1,35 et 1,4 milliard d'euros, ainsi que des revenus entre 6,6 et 6,7 milliards. Puis pour 2027, une marge d'EBITDA ajustée de 24% et des revenus proches de 10 milliards. Donc, donc pas mal, hein, pas mal. Marge brute de 24%, hein, mais c'est quand même pas mal. Donc moi j'ai commencé une ligne, je me suis positionné dessus. Euh, Ouais, depuis un certain temps déjà. Donc je m'étais déjà positionné dessus. J'étais rentré dessus en FOMO, un peu fort, à 67 euros. Ensuite, je me suis renforcé à 59 quand il y a eu une belle chute là, le 1er mars. Et ensuite, un petit peu de nouveau en FOMO à 62,70 le 3 mars. Donc depuis, mon PRU il est un peu élevé à 64,82. Je mets de nouveau en lien de la vidéo, en description, pardon, un lien pour voir une vidéo de Tino et Ibu sur Eurofins. Magnifique société, ils sont extrêmement clairs, ils regardent le fonda, les graphiques. Donc je vous invite à aller voir avant de vous positionner sur Eurofins, c'est très important. Voilà. Donc je vous avais proposé une résistance oblique baissière la semaine dernière, donc on peut l'enlever.
on voit que ça latéralise, hein, dans le range entre 60 euros et 63, 64 euros. Donc il y a un range. Pour l'instant, on est en plein dedans. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va enfin performer? Aller combler le gap à 66 euros? C'est possible. Mais bon, comme j'ai dit, pour moi, les points bas fondamentaux sur Eurofin, c'est en 2023. On est qu'au tout début de 2023. Donc je m'attends à ce qu'on ait potentiellement des opportunités sur Eurofins. De nouveau entre 58 et 60, ce serait déjà pas mal. Et si vraiment les investisseurs veulent pas, on ira à 55, voire peut-être même voir les 50. Ok, donc je me garde du cash moi pour renforcer plus bas. Eurofins. Pour l'instant, j'ai parlé du range. Ok. Donc on passe à la suivante. Reworld Media. Reworld Media a fait moins 1,35% sur la semaine. Alors d'une manière générale, les sociétés que je préfère, mes petites chouchoutes, n'ont pas performé cette semaine. Et celles pour lesquelles j'ai moins de conviction ont bien performé cette semaine. Super, hein? Donc mes petites chouchoutes, c'est Reworld Media, c'est Cumulus, on a fait 0. Equasens, moins 1,24. Lumibird, moins 3,79. Voilà. Et celle pour laquelle j'ai moins de conviction, il y a Nekon qui a fait plus 15 pratiquement. Ok? On va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, Reworld Media. Est-ce qu'il y a une news sur Reworld? Non. Prochaine Société Générale. On n'a pas déjà fait Société Générale? Si. Je ne l'ai pas enlevé, excusez-moi. STM, Lumibird. Je pense que je l'ai mis deux fois à pause de Crédit Agricole. Je pense que c'est ça ce qui s'est passé. Hmm. Ok, donc en tout cas, il n'y a pas de news sur Reworld Media. Il n'y a pas de news. Ça baisse légèrement, mais il n'y a pas de news. Donc, je vous avais proposé une résistance oblique baissière de nouveau. Donc là, on est toujours sous la résistance oblique baissière. On a été chopé les 5 euros. Donc, support que j'avais déjà parlé sur la chaîne. Là, on semble remonter. Bon, c'est très léger. On est toujours sous la résistance oblique baissière. Sous la moyenne mobile court terme, pardon. Donc, on est en tendance baissière de court terme. RSI en dessous de 50. Ouais, peu de volume. Ça dépend des jours. Mais bon, à 5 euros, il y a eu du volume. Au-dessus, il n'y en a plus. Donc à voir ce que ça va faire. Est-ce que ça va retourner dans l'orange là entre 5,20 et 5,80? Est-ce qu'on va aller voir les 4,50 avec MM200 semaines en soutien? Moi, c'est ce que j'espère. Sincèrement, j'espère qu'on aura 4,50, que je puisse me renforcer fortement à ces prix-là. Pour moi, ce sera déjà à 5 euros. Pour moi, c'est une opportunité, hein. En dessous de mon PRU, c'est une opportunité. Au-dessus des 6,50, c'est peut-être un peu cher. Et encore, tout est relatif. Tout est relatif. Je trouve qu'aujourd'hui, Reworld est plutôt sous-évalué qu'autre chose. Ok. Donc les baisses, s'il y a une grosse baisse, je compte la mettre à mon profit. Un début de ligne à 5 euros, je trouve ça très très bien. Ou un renfort à 5 euros et ensuite 4,50, très très bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Dernière fois que j'ai fait quelque chose sur Reworld Media, donc je m'étais renforcé sur le support à 5 euros fin septembre. Ok, je ne sais pas quoi dire de plus. On passe. Crédit Agricole. Crédit Agricole a fait plus 1,8% sur la semaine. J'en suis à plus 18% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est ma ligne bancaire long terme. Société Générale aussi, c'est devenu une ligne bancaire long terme. Mais si je peux m'en séparer à 30 euros, Société Générale, je le fais. Crédit Agricole, si on va haut, je m'allège, mais je vends pas en totalité. Ok, donc on a déjà vu tout à l'heure qu'il y avait eu une certaine pression sur le secteur bancaire cette semaine. Donc de nouveau, Crédit Agricole ne performe pas bien. Je vous ai proposé une résistance oblique baissière qui a été passée uniquement vendredi. Vendredi avec un joli marteau. Donc à voir mardi, une journée de confirmation. Là, on est très très poche sur Crédit Agricole et également sur BNP, il me semble, de combler le gap à 11,26 pour essayer d'aller voir plus haut. Donc contrairement à la Société Générale, qui elle est encore très très loin du comblement de son gap, qui est encore en dessous des M200 semaines. Ok, donc quoi vous dire? Attendre mardi, voir une bougie de confirmation, le comblement du gap à 11,26, ça accumule, RSI en dessous de 50. Ouais, moi sur la chaîne j'ai toujours dit plutôt en dessous de 10.
Donc on n'est pas très très loin. Et moi, la dernière fois que j'ai fait quelque chose, donc je m'étais allégé 2 fois de suite fin août. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de me renforcer plus bas. J'attendais encore un poil plus bas et on n'y a jamais été. Ok, donc à suivre, j'ai dit les chiffres sur Crédit Agricole, on passe au suivant. Cumulus Vape, donc on l'a déjà vu sur la ligne du compte titre, là c'est la ligne du PEA. C'est sur le PEA que j'ai la moins bon PRU. Donc elle a rien fait sur la semaine, j'en suis à moins 18% sur ma ligne du PEA du coup. Et comme j'ai dit avant, donc OCA, BSA sur le dossier, c'est compliqué. Ils ont fait une belle acquisition il y a très très peu de temps. Ils nous ont pas encore dit comment ils allaient la financer, mais il y a des chances qu'ils fassent une augmentation de capital. Donc compliqué de rentrer sur cette micro caps. Et moi j'ai bien trop mis dessus, j'allais trop fort trop vite. Voilà. Donc Stellantis, ça fait plus 2,6% sur la semaine. J'en suis à plus 0,8 depuis que je l'ai acheté. Le dividende a été déduit cette semaine, donc il n'y a pas de news. Donc le dividende a bien été enlevé du cours de bourse lundi 24 avril. Et donc on n'a pas encore touché les sous, hein. Donc moi non plus, je ne l'ai pas touché, j'ai pas pris en compte les sous de Stellantis. Donc ma performance de cette semaine ne prend pas en compte le dividende de Stellantis que je recevrai, il me semble, la semaine prochaine. Donc Stellantis, je n'ai pas sélectionné la news, mais pourtant il y a eu enfin, il y a une prise de conscience globale, il me semble, hein, cette semaine, qu'il y avait une guerre des prix avec Tesla. Et aussi l'entreprise chinoise, on en parle moins, mais c'est également le cas. Voilà, donc moi, c'est un certain temps que j'en parle quand même sur la semaine. Voilà, donc il y a une certaine pression également sur les sociétés du service du secteur automobile. Bon, on voit quand même que Stellantis, malgré le détachement du dividende, a clôturé plus haut que le jour du détachement du dividende. Donc très très bien. On baisse pas encore sur Stellantis pour l'instant. Je suis assez étonné. Moi, je m'attendais à ce que ça baisse. Donc à suivre dans les prochaines semaines quand même, hein. Là, on voit que on n'a pas réussi à passer au-dessus de la moyenne mobile court terme, qu'on est toujours coincé dans une résistance. Donc rien n'est encore sauvé. 12,50, le niveau que moi j'espère pour me renforcer. Dernière fois que j'ai fait quelque chose sur Stellantis, je m'étais allégé. Alors, dividende réinvesti, c'était ouais, 15 euros. Voilà. On n'a pas réussi à rester au-dessus d'un M200 jours. Je m'étais allégé sur Stellantis. Et ensuite, j'ai pas eu la présence d'esprit de me renforcer à 12,50. Je l'avais déjà fait quelques mois plus tôt. J'attendais le niveau en dessous, à 11,50, qui n'est jamais venu. Ok. Donc là, de nouveau, je l'attends sur 12,50 Stellantis. On va voir si ça y va. Pour l'instant, c'est plutôt neutre, hein. ST Micro, donc le gadin de la semaine, avec Téléperf, mais j'étais pas dessus quand quand ça s'est gamellé. Donc ST Micro a fait pratiquement moins 11% sur la semaine, j'en suis à plus 23% depuis que je l'ai acheté. Pour rappel, je m'étais allégé il y a peu en plus-value de 55%. Là, on est descendu à 22%. Donc, donc grosse baisse, j'ai vraiment bien fait de m'alléger. Donc elle a fortement baissé quand on a eu ces chiffres. Donc chiffre d'affaires net trimestriel de 4,25 milliards, en augmentation de 40% il me semble. Donc ils ont sorti leurs chiffres, on va voir un petit peu. L'entreprise mondiale de semi-conducteurs STM affiche au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires net de 4,25 milliards, en hausse de pratiquement 20% en variation annuelle. Le résultat net et le résultat dilué par action sont ressortis en hausse respective 1 milliard de dollars et 1,10 dollars par action pour le trimestre. Ok. Au lieu de respectivement 0,75 milliards de dollars et 0,79 dollars par action au premier trimestre 2022. Ok, donc une sacrée belle augmentation du chiffre d'affaires, hein. La marge brute est ressortie à 2,11 milliards de dollars, représentant une hausse de 27%. 27% de l'augmentation de la marge brute, hein.
Donc 49,7% de marge brute en pourcentage des ventes. Waouh, c'est génial, hein, 50% de marge brute. Donc essentiellement en raison du mix produit. Alors, donc ça a augmenté essentiellement en raison du mix produit, de prix favorables et d'effets de change net positifs après couverture, partiellement contrebalancés par des coûts de production plus élevés. Donc le président du directoire et directeur général de STM nous dit: le chiffre d'affaires net du premier trimestre à 4,25 milliards de dollars a été supérieur à nos attentes dans l'automobile et l'industriel, partiellement contrebalancé par des ventes moins élevées dans l'électronique personnelle. Il ajoute: la marge brute du premier trimestre est ressortie à 49,7%, au-dessus, soit 170 points de base au-dessus du point médian de notre fourchette de prévision, essentiellement en raison du mix produit dans un environnement de prix qui est resté favorable. Pour le deuxième trimestre 2023, le groupe estime que le chiffre d'affaires net devrait s'établir à 4,28 milliards, non, encore mieux que ce trimestre-là, en hausse de 0,8% en variation séquentielle, donc par rapport au trimestre précédent. Sa marge brute devrait ressortir à 49%. Parfait. Donc sous réserve des taux de change. Ok. Et donc le jour où on a eu ces super chiffres sur STM, patatras. Patatras. Donc jeudi 27 avril, il me semble bien que c'est ça, hein, les chiffres. STM. Ah, pardon. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, hein. Je sais que j'ai dit que je ferais pas vidéo trop longue, mais bon, je fais ce que je peux, quoi. Alors oui, donc c'est pas les chiffres de STM qui ont fait peur au marché, hein. Il y a d'autres entreprises de semi-conducteurs qui ont sorti leurs chiffres également. Euh, bon, je sais plus lesquels c'était. En tout cas, les analystes disent que les chiffres de STM sont solides, hein. Bon, je vais pas retrouver l'information de quelle entreprise a sorti des très mauvais chiffres. Il me semble que c'était une société américaine, mais j'ai un doute. Donc bon. Donc en tout cas, il y a eu un énorme choc sur les sociétés de semi-conducteurs, dont STM. On voit qu'on est descendu beaucoup plus bas que ce que moi je pensais. Je vous avais dit la semaine dernière, il me semble. En tout cas, si je vous l'ai pas dit à vous, je l'ai dit sur le Discord, que moi je m'attendais pas à ce que ça aille plus bas que les 40 euros, éventuellement combler le gap là à 39,55, je sais plus combien, et ensuite repartir. Mais là, on l'a cassé. On a trouvé comme support MM200 jours à environ 38-39 euros. Donc c'est quand même pas terrible, terrible STM, hein. Graphiquement, c'est extrêmement moche. On a été sauvé par M200 jours, mais voir mardi si on continue à être sauvé ou pas, hein. Parce que quand même, ça distribue, RSI en survente avec du volume. Donc à ces prix-là, moi je trouve que c'est des prix intéressants. Je pense pas qu'on retournera aux anciens prix. Donc à suivre. Moi je serais vraiment quand même très très étonné si ça passe en dessous de 37 euros, hein. Mais STM, alors déjà c'est une société cyclique, hein. Les semi-conducteurs c'est cyclique. Il y a eu des pénuries de semi-conducteurs, du coup, ils ont énormément investi dans des nouvelles entreprises. Je parle pas de STM, hein, je parle dans le secteur a énormément investi dans des nouvelles capacités de production. Qui dit nouvelle capacité de production dit baisse des prix pour le client final, hein, normalement, hein. Donc baisse des prix, baisse des marges, pour STM notamment. Donc à voir, à suivre, à suivre. Et
STM n'a jamais été trop non plus apprécié par les grands fonds. Faut dire ce qui est, ils ont toujours préféré d'autres entreprises comme Samsung, ASML, TSMC, Nvidia, mais ST Micro, bon, les grands fonds n'apprécient pas spécialement. Ok, donc voilà, je dis 37 pour moi au max, après avoir dit 40 avant, et en espérant qu'on reste au-dessus des M200 jours et que ça continue enfin que ça rebondisse un petit peu. Pour l'instant, on est toujours sous la résistance oblique baissière. La dernière fois que j'ai fait quelque chose, moi, je m'étais allégé, pardon, le 3 avril. Voilà. Voyant qu'on n'arrivait pas à aller à 50 euros comme je visais, ne voulant pas être trop gourmand, je me suis un petit peu allégé. Ok. Equasens, ma chouchoute, a fait moins 1,24% sur la semaine. J'en suis à presque 20% de bénéfices depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. Oups, pardon. Donc Equasens, toujours sous la résistance oblique baissière. Toujours sous la résistance oblique baissière. Et j'avais parlé des 70 euros pour commencer une ligne. J'avais dit qu'en dessous de 75, c'était quand même pas dégueu. Mais, mais quelqu'un qui a 7500 points, c'est quand même compliqué de rentrer sur les sociétés, hein. C'est quand même très compliqué. Donc moi j'aimerais énormément me renforcer. Il est probable que si on retourne enfin sur les 70, enfin qu'on s'y retourne encore, pardon, je renforce. J'en prenne deux. J'ai calculé, ça me ferait un PRU à 62 euros, donc ça va encore, hein, pour en avoir 10 en tout. Voilà, donc un petit renfort à 70 éventuellement. Et ça pouvait aller plus bas encore, hein. Ça serait une super opportunité, il me semble, mais je sais pas où ni quand. Ok, suivant. Lumibird a fait moins 3,79% sur la semaine. J'en suis à moins 13% depuis que je l'ai acheté. Et Quasens, la dernière fois que j'ai fait quelque chose, c'est quand je suis rentré dessus. Le 30 septembre, à environ 60 euros. Depuis, je n'ai rien fait. C'est monté trop fort, trop vite. Voilà, j'ai pas renforcé suffisamment bas. Et maintenant, je suis coincé avec une toute petite ligne sur une grosse conviction. Voilà, mais j'ai pas envie de flinguer mon PRU en renforçant trop vite. Ce qui m'arrive quand même régulièrement. Donc, on en était à Lumibird. Lumibird aussi a sorti ses chiffres. Donc, chiffre d'affaires en hausse de 9% au premier trimestre. Objectif maintenu. Très très bien. Donc, chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 40 millions d'euros au 31 mars 2023, en progression de 8%. Le spécialiste des technologies à laser, pardon, annonce que sur le périmètre actuel du groupe, les objectifs sont maintenus, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires entre 8 et 10% et une marge brute comprise entre 20 et 25%. Lumibird rajoute qu'il reste actif sur les opportunités d'acquisition potentielles. Si elles devaient se réaliser en 2023, le groupe pourrait atteindre un chiffre d'affaires annuel, intégrant la contribution des activités acquises sur 12 mois, atteignant jusqu'à 250 millions d'euros. Quand ils nous disent ça, généralement, c'est qu'ils ont déjà une cible en vue, hein. Certaines de ces potentielles acquisitions pourraient avoir un effet dilutif sur l'EBITDA, ce qui ramènerait à 18 ou 23% la marge d'EBITDA annuelle pour la première année de l'acquisition. Ok, donc s'il y a une acquisition, légère baisse des marges, normal, dans un premier temps, avant de monter pour le futur. Très très bien. Donc Lumibird, t'es ouf, pardon. Donc Lumibird, la dernière fois que j'ai fait quelque chose, je m'étais renforcé le 18 avril, voyant que ça avait passé la moyenne mobile court terme ainsi qu'une résistance avec du volume. Bon, il manquait le RSI au-dessus de 50, mais j'ai quand même tenté. Et ça veut pas, ça veut pas. Donc la semaine dernière, j'avais mis une résistance oblique baissière. On l'avait passé, mais on l'a réintégré lourdement mercredi 26 avril. Donc de nouveau, on est dessous, donc je la laisse. Les plus bas récents là sont à 13,40 environ. Donc on est vraiment pas loin. Il est fort probable qu'on a de nouveau les tester. Je remarque quand même que ça distribue beaucoup.
Moi, je vous ai parlé du support des 12 euros. Éventuellement, s'il y a un gros problème, je pense pas qu'on puisse aller plus bas. Mais 12 euros, moi, je double ma ligne est certainement dessus, hein, à ce prix. Même si c'est pas prévu dans ma liste des courses aujourd'hui, c'est prévu beaucoup moins l'Humibird aujourd'hui sur ma liste des courses. Mais c'est une de mes plus grosses convictions, donc je ferai un effort, certainement. Certainement. Ok, quoi dire de plus? Sincèrement, je sais pas. Il y a les plus bas récents à 13,40, les 12 euros potentiellement. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier, en distribution, en RSI en dessous de 50 et depuis un bout de temps déjà. Et pour moi, l'Humibird a fait ses plus bas fondamentales en 2022. Donc à partir de maintenant, ça devrait s'améliorer. Ok, Métropole TV. Métropole TV a fait moins 5,7% sur la semaine. Il me reste 0,8% de bénéfices. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pensé fortement à supprimer ma ligne. Alors, j'avais fortement pensé à m'alléger sur Amundi et Amundi et Ruby, parce que je vous ai toujours dit que sur ces deux lignes, alors non, Amundi, je vous ai toujours dit que mon PRU était trop élevé, donc là je suis en très légère moins-value. Potentiellement j'aurais pu m'alléger, mais comme je l'ai montré tout à l'heure, pour l'instant on est tendance haussière de moyen terme, donc ça m'embête quand même de m'alléger en tendance haussière de moyen terme. Ruby, Ruby, donc c'est Ruby, non, pardon, j'ai rien dit. Ruby, le dividende, il est pas tout de suite, mais je suis en plus-value. Les 27 euros, là, ils font résistance, on n'arrive pas à les passer pour l'instant. Moi, j'ai toujours dit que fondamentalement, en dessous de 27 euros, ça semble être un bon prix. Mais le marché nous dit que pour l'instant, 27 euros, c'est une résistance et on passe pas. Et les prix, ils sont plutôt vers les 22 euros pour en acheter. Donc voilà, j'avais pensé fortement à m'alléger en reprenant ce que je m'allège à 22 euros. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai la semaine prochaine, à voir. J'avais pensé à m'alléger également sur Stellantis, du coup, on a passé. Donc pareil, mon PRU il est trop haut, je vous l'ai toujours dit. En plus, guerre des prix, tout ça. Mais je l'ai pas fait parce que je trouve quand même que Stellantis a un super dividende à ce prix-là. J'y crois sur le long terme. J'ai une conviction sur les marques de Stellantis. Voilà, en plus j'ai une plus petite ligne, donc c'était soit je vends tout, mais m'alléger ça servait pas à grand-chose, hein. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait. J'avais pas envie de tout vendre tout simplement. Et j'ai dit quoi d'autre? Métropole. Donc Métropole, elle aussi. Donc le dividende arrive la semaine prochaine, mercredi je crois. Donc dernier moment pour en acheter, c'est mardi, si on veut avoir le dividende. Mais voilà, mais avec un euro de dividende, il est fort probable qu'on se retrouve en dessous de mon PRU lorsque le dividende sera détaché. Et je pense qu'en plus, les cours de bourse va baisser après le détachement du dividende. Bon, je vous dis tout ça, mais je me suis pas allégé du coup. Enfin, j'ai pas vendu la ligne du coup. Je suis toujours dessus. Donc, ils ont sorti leurs chiffres. Un EBITDA en baisse au premier trimestre, en baisse de 3%. Donc, un chiffre d'affaires en baisse de 3% sur le premier trimestre. Une marge opérationnelle brute d'environ 19%. Donc en baisse, hein. Ils étaient à 67 millions en 2022 et 59 millions au premier trimestre 2023. Donc en baisse. Dans un contexte économique dégradé, les recettes publicitaires plurimédia enregistrent une diminution de 2%, hein. Donc c'est ça, hein. Donc ils ont aussi vendu Best of TV. Donc le chiffre d'affaires du pôle radio en progression de 6,8%. Le chiffre d'affaires de l'activité production et droits en hausse de 22%. Et l'Assemblée générale mixte a validé le dividende du coup à 1 euro. Le détachement aura lieu le 3 mai. Donc c'est ce que je vous disais, il me semble que c'est mercredi le 3 mai.
C'est ça. Donc, dernier moment pour en acheter, c'est mardi. Mardi. Ou peut-être que mardi, il faut vendre avant de se retrouver en moins-value. Donc, à voir ce que je vais faire. Donc là, on a quand même bien baissé. Encore à 16 euros pratiquement. Avec 1 € de dividende en moins, on se retrouvait à 15. On était toujours au-dessus de mon PRU. Là, mardi, sauf si ça performe énormément mardi, hein, ce dont je suis pas sûr, je vais forcément me retrouver en moins-value lors du détachement du dividende. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Le plus logique pour moi, ce serait de vendre avant de passer en moins-value et essayer de la choper en dessous de 12, comme je l'ai toujours dit. Donc à suivre. On a vu aussi Stellantis ne pas baisser pour l'instant après le détachement de son dividende. Il arrive parfois que les sociétés montent après le détachement du dividende. Ça arrive également. Donc voilà, ne sachant pas l'avenir, j'hésite fortement. J'hésite sincèrement fortement, malgré l'énorme baisse, malgré que mon PRU il est pas bon. euh, voilà, je m'attache. Bon, je sais pas trop quoi dire. À suivre mardi et la semaine prochaine. Xilam a fait moins 8% sur la semaine, j'en suis à moins 16% depuis que je l'ai acheté. Métropole, je l'ai pas dit, mais j'ai fait qu'une seule chose dessus, hein. Je l'ai acheté. Voilà, le 26 septembre, sur cette énorme bougie. Voilà, je me suis fait avoir pour un trait de court terme, je me suis fait avoir. Et ensuite, j'ai pas eu la présence d'esprit de renforcer à 10. Moi, je visais un peu plus bas. Ok, donc Xilam. Xilam, pratiquement moins 8% sur la semaine. J'en suis à moins 16% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. En graphique, ça donne quoi? Donc en graphique, c'est pas terrible, hein. C'est même très très moche. Depuis 2018 en baisse, en tendance baissière. Donc de long terme du coup. À court terme là, on est en tendance neutre. La semaine dernière, je vous avais proposé une résistance oblique baissière, bon, haussière pardon, qui a été cassée. On a été voir le bas du support là, 25 euros. Alors, c'était voilà, l'ancien support que j'avais mis, c'était la petite bande. Là, je vous ai mis de nouveau, enfin, je vous ai mis du coup un support beaucoup plus large, entre 23 et 26 euros. Donc pour moi, on peut encore aller jusqu'à 23 euros. J'ai pas trouvé de niveau plus bas, hein. Vous voyez, s'il y a une énorme montée, là, je vois pas, à part les prix ronds, comme 20 euros, je vois pas d'autres supports. Ok, donc pour moi, prochain support 23 euros si on fait des plus bas que les précédents, en espérant qu'on ne fasse pas de plus bas que le précédent sur Xilam. Dernière fois que j'ai fait quelque chose, je me suis renforcé le 3 avril sur Xilam. Comme Lumibird, ça est passé la moyenne mobile court terme avec du volume, avec beaucoup de volume cette fois-ci. On était même passé au-dessus de 52 de RSI. Donc j'avais renforcé et patatras, c'est en tendance baissière depuis. Dommage, j'ai tenté, c'était un faux signal, ça arrive. Je le retenterai. Au prochain passage de la moyenne mobile court terme avec du volume, je retenterai de nouveau. Faire baisser un petit peu mon PRU. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est pas mal, Xilam. Mais depuis 2018, les investisseurs ont été largement refroidis. Il va falloir certainement attendre de voir dans les chiffres annuels des bénéfices sonnants et trébuchants, voilà, en forte augmentation. Ok, donc j'ai parlé des 23 euros en espérant qu'on fasse pas de plus bas que le précédent. Téléperf, donc Téléperf, je suis rentré dessus du coup cette semaine, elle a fait moins 12%, donc j'en suis à plus 2,79% depuis que je l'ai acheté. Alors repérons mon PRU, mon PRU est à 176 euros. Pourquoi je dis ça? Je suis dégoûté. J'ai acheté deux actions Téléperf, donc 176 de PRU. J'ai acheté une première fois à 172
ça va. Et une deuxième fois un petit peu en FOMO à 177. Donc, donc quand même un peu plus haut, mais en pourcentage, c'est pas beaucoup plus haut. Et une action à 172, une action à 177, je m'attendais à avoir un PRU aux alentours de 174, 175. Mais non, à 176 euros. Donc les frais m'ont mis dedans, quoi. Bref. Bref. Donc je suis rentré dessus, on va voir pourquoi d'abord, et après on parle stratégie, tout ça. Donc Téléperf déçoit pour le début de son exercice 2023. Alors pour moi, c'est pas les chiffres de Téléperf qui ont déçu. On va les regarder ensemble. Donc le gestionnaire de centre d'appel a généré des revenus d'un peu plus de 2 milliards d'euros sur les 3 premiers mois de l'année, en deçà des attentes du marché. Côté perspective, Téléperformance abaisse légèrement sa prévision de chiffre d'affaires annuel, mais relève son objectif de marge opérationnelle. Pour ceux qui m'ont suivi dans la semaine, on a fait un live ensemble où le management nous disait qu'ils avaient légèrement changé leur guidance, mais ils nous précisé pas quoi. J'avais oublié de le préciser lors de mon live, mais généralement quand les choses sont pas claires, voilà, quand le management est fier de quelque chose, il nous le dit clairement et c'est clair et net. Là, c'était pas clair ce qu'ils avaient changé, ils l'avaient pas dit. C'était à toi d'aller voir les anciennes publications pour voir ce qui avait changé par rapport à ce qu'ils disaient. Voilà, donc c'était pas clair et donc c'était pas cool. Mais pour moi, c'est pas ça qui a fait baisser le cours de bourse de Téléperf. Donc, je continue à lire, hein. Le spécialiste du service client externalisé vise désormais une croissance de ses revenus à données comparables et hors impact contra Covid, compris entre 8 et 10% en 2023, quand il tablait sur une progression autour de 10% en février. Ok, excusez-moi. Donc entre 8 et 10% maintenant, c'est la nouvelle guidance, et auparavant c'était autour de 10%. Il s'attend par ailleurs à une croissance organique autour de 7% sur l'exercice en cours, quand il misait auparavant sur plus de 7%. Une prévision de marge opérationnelle annuelle de 15% en février remonte à environ 16%. Donc meilleure marge, mais moins de croissance. Notre solide premier trimestre promet d'inaugurer une nouvelle année de croissance significative et d'augmentation de marge, a déclaré le PDG, évoquant une performance trimestrielle largement en ligne avec nos objectifs annuels, portée notamment par l'accélération de l'expansion des activités offshore. Alors, je sais toujours pas ce que c'est que ces activités offshore, hein, est-ce qu'ils sous-traitent? C'est ça qu'ils veulent dire? C'est de la sous-traitance? Je sais pas. Qui a réduit le niveau de croissance du chiffre d'affaires, mais a eu un impact positif sur les résultats. Dans le cadre d'une réunion avec les investisseurs, le président de la transformation du groupe a mis en évidence le potentiel que représente ChatGPT, le robot conversationnel développé par OpenIA, et utilisant l'intelligence artificielle pour le téléperformance. Donc, des tests réalisés en interne ont enfin permis de terminer que le robot conversationnel permet de réduire de 40% le temps moyen d'un appel, de 7 minutes à 4 minutes 20, tout en réduisant de 90% le nombre d'erreurs. Donc très très bien. Donc j'avais vu cette news avant de rentrer dessus. Sincèrement, quand j'ai vu que ça baissait énormément Téléperf, je me suis demandé pourquoi, évidemment, hein, j'ai été chercher. Donc j'ai vu que les chiffres étaient pas mal, enfin on les avait vus ensemble en plus. Putain, mais ils en ont pas parlé. Ah, allez, bon, on regarde le graphique d'abord. Donc énorme baisse, mercredi 26 avril. Donc le lendemain de la sortie des chiffres. Donc j'ai acheté à 172 euros, voilà, c'est par là. Et 177 ensuite, voilà, c'est par là. Donc quand même dégoûté de mon PRU, les frais. Bref, donc du coup, pour l'instant, ça réintègre les Bollinger. On voit quand même que le rebond, il est loin d'être le même que celui qu'on a pu avoir mi-novembre, où dès le lendemain, il y a quand même énormément de volume, et on était remonté quand même beaucoup plus haut, à 186 euros. Là, en 3 jours, on n'a pas remonté à 186 euros. Il y a quand même moins de volume qu'en novembre.
On est toujours en survente 3 jours après l'énorme baisse, alors que en novembre, on était sorti quand même le troisième jour, hein. Donc, donc, moi, je suis relativement confiant. J'ai commencé une ligne à ces prix-là. J'ai commencé une petite ligne, comme vous avez vu, peut-être un peu trop petite. J'aurais pu en prendre 3 d'un coup, avoir 500 euros et attendre un peu pour le reste. Mais bon, hein, j'ai pas des liquidités exponentielles, hein, j'ai pas d'arbre à monnaie encore chez moi. Euh, donc il fallait que je gère le cash. Donc j'en ai pris que deux. Aujourd'hui, je pense que c'est pas assez, mais je me réserve quand même le potentiel que ça aille sur 160 euros environ. Voilà, parce que le rebond quand même, c'est pas du tout le même qu'en novembre. On est encore dans un canal baissier pour l'instant, on est dans le bas de ce canal. Et ce que j'ai pas dit du coup, c'est le rachat de Meribel. Je sais plus comment. Majorel, voilà. Donc le même jour, Téléperformance et Dassault Systèmes ont baissé. J'hésitais entre les deux et je préférais rentrer sur Téléperf. Donc c'est surtout cette news-là qui a fait baisser le cours de bourse pour moi sur Téléperf. C'est l'acquisition de Majorel pour 3 milliards d'euros. Et j'ai choisi l'article qui était payant, bien sûr. Alors, et c'était étonnant également qu'ils en parlent pas dans leurs chiffres trimestriels, hein, quand même, parce que le lendemain de la sortie des chiffres, ils ont dit qu'ils faisaient l'acquisition de Majorel, donc bon, ça aurait pu tout dire en même temps. Donc bon, on va pas tous lire, hein, je vous laisserai voir. Mais en tout cas, l'acquisition de Majorel change absolument tous les chiffres qu'ils nous ont dit jusque-là, hein. Ils seront à plus de 10 milliards d'euros avec l'acquisition de Majorel avant le temps qu'ils avaient dit. Ils espèrent que les marges seront bien meilleures également avant leur objectif prévu. Bon, donc à voir Majorel. Ils ont également dit qu'ils ne feraient pas d'augmentation de capital pour l'achat de Majorel, qu'ils paieraient 2 milliards en cash et 1 milliard en actions, et jusqu'à un maximum 1 milliard en actions. Donc pas d'augmentation de capital. Pour Téléperf. En plus, ils ont bien vu ChatGPT, ils commencent à le tester. Super. Donc voilà pourquoi moi je suis rentré dessus. Et voilà pourquoi également j'ai aujourd'hui une toute petite ligne et je prévois de me renforcer plus du doublement de ma ligne si on va un peu plus bas encore. Et si on va pas un peu plus bas, je serai dégoûté avec une toute petite ligne sur Magnifique Société. Bon, mais le CAC à 7005 également, hein, donc c'est quand même gênant, hein. Comme j'ai dit sur le Discord cette semaine, beaucoup d'investisseurs de renom, dont Warren Buffett, nous disent qu'il ne faut pas s'inquiéter de la macro, il ne faut pas regarder les indices, à quel point ils en sont hauts ou pas. Il faut se concentrer sur les sociétés et le prix des sociétés au moment où tu les regardes, peu importe ce qui se passe ailleurs. Bon, j'ai encore un peu de mal avec ce concept. Voilà, mais je le dis quand même. Donc je pense que j'ai fait le tour, je pense que la vidéo va être extrêmement longue. Corian a fait plus 8,30% sur la semaine. Je suis passé en positif. Il y a un boulet qui passe en positif. Super. Donc je suis à plus 2,8% sur Corian. Il y a une news. Non, Necon. Ok. Donc Corian. Donc sur les 4 boulets que j'avais, j'en ai renforcé 2. Et les 2 que j'ai pas renforcés s'en sortent mieux que celles que j'ai renforcées. C'est super. C'est super. Donc Corian, j'aurais pu renforcer le mercredi 26 avril là, en voyant que ça passait au-dessus de la moyenne mobile court terme et avec un peu de volume, mais je l'ai pas fait. Sincèrement, je l'ai pas fait. Comme je vous disais, moi, je pense que Corian monte parce que Orpea monte ces temps-ci, enfin, elle montait. Euh, Mais du coup, elle a continué à monter alors que Orpea baisse. Donc je pense que c'est plus ça. Là, autre chose a pris le relais.
Sur Corian, il y a eu la sortie des chiffres qu'on a vu la semaine dernière, hein. Donc sur Corian, certainement aussi qu'on a fait un plus bas fondamental en 2022 et que les chiffres devraient se reprendre à partir de maintenant. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les investisseurs reviennent dessus. Hmm, Donc voilà, donc là on est au-dessus de mon PRU. J'hésite à me renforcer, sincèrement, j'hésite à me renforcer. Et pour un trade, quoi, pour la vendre au comblement du gap à 9,35. Voilà, là, je peux rien faire. Avec la ligne que j'ai actuellement, elle est trop petite. C'est soit je vends tout à 9,35, soit je garde tout long terme. Bon, sachant que j'ai 20 lignes actuellement, que c'est mon max, il faut que je me sépare de lignes pour pouvoir rentrer d'autres sociétés de meilleure qualité comme L'Oréal, Air Liquide, LVMH. Donc je suis intéressé pour vendre Corian en totalité. Donc pour l'instant, je renforce pas. Bon, à voir ce que ça va faire. Ça accumule légèrement au-dessus, RSI au-dessus de 50. Il y a eu quand même un peu de volume mercredi 26 avril. C'est ça. Et pour l'instant, c'est une belle tendance haussière de court terme. On a passé les plus hauts récents en clôture. Donc potentiellement, c'est reparti sur Corian, hein, potentiellement, hein. Donc voilà, moi j'hésite toujours, hein. Je sais pas trop si je me renforce ou pas. Sincèrement, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Surtout mon manque de cash qui me fait hésiter. J'aurais beaucoup plus de cash. Il y aurait une autre stress, j'aurais renforcé, mais là, je sais pas. Ok, on finit avec Nekon. Nekon a fait plus 15% pratiquement cette semaine. J'en suis à moins 22% depuis que je l'ai acheté. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nekon? Donc, chiffre d'affaires de Nekon, lundi. Donc, Nekon, spécialiste de jeux vidéo, a dévoilé son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, ressortant en hausse de 19% à 37,7 millions d'euros. Ok. Au total, le chiffre d'affaires 2022-2023 s'élève à 156 millions d'euros en progression de 0,3%. Donc ils n'ont rien fait, ils n'ont fait aucune progression de chiffre d'affaires cette année parce qu'ils n'ont pas sorti leurs chiffres. Parce qu'ils n'ont pas sorti leurs chiffres, et là c'est ce qu'ils nous disent après, hein. Le groupe réaffirme sa confiance dans les perspectives de forte croissance pour l'exercice 2023-2024, forte d'une activité éditoriale riche, avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur la période contre 13 jeux sur l'exercice précédent. Donc voilà, donc ils ont eu énormément de retard sur la sortie de leurs chiffres, ils les ont pas sortis en temps et en heure, donc maintenant ils les sortent, enfin, ils vont les sortir là début mai, mi-mai, le premier en tout cas, ce sera seulement pour l'exercice 2023-2024. Donc de nouveau pour Nekon, je pense qu'il y a un point bas fondamental fait en 2022 sur Nekon et que maintenant on devrait avoir un rebond, un rebond, oui, un rebond fondamental, donc suivi par le graphique. La semaine dernière, je vous avais proposé une résistance oblique baissière et même un canal baissier. Donc, c'est avec une immense joie que je vous informe qu'on a passé la résistance oblique baissière avec du volume en plus, jeudi 27 avril. Très très bien. Et on a également passé du coup le canal baissier, hein. C'était la même chose. Donc, ok, on n'est plus en tendance baissière, très très bien. On n'a pas fait plus bas, de nouveau plus bas historique, très très bien, contrairement à ce que j'avais dit, ce que je pensais. Donc, super, je suis content. Mais on n'a toujours pas passé les plus hauts récents là à 25 euros. On voit une énorme mèche haute 27 avril avec beaucoup de volume. Je remarque quand même que ça n'accumule pas, donc à suivre. Moi, je pense effectivement qu'on a fait un plus bas fondamental sur Nikon en 2022. Mais le management a énormément déçu en 3 ans de cotation. Ils ont déjà déçu 3 ou 4 fois en 3 ans. Donc maintenant, j'imagine que les investisseurs vont attendre les chiffres et non plus se fier aux attentes du management. Je le vois comme ça. Donc à voir ce que ça fait. Pour l'instant, ça passe pas les 2,50 en clôture. À voir si ça le fait. Enfin, on pourrait essayer d'aller voir les 2,80, les 3 euros maximum. Voilà, moi je sais pas. Il y a un gap à combler à 3,29.
De nouveau, donc l'un de mes boulets que j'ai pas renforcé et qui semble s'en sortir. Donc à voir ce que ça fait. Peut-être que en passant les 2,52 en clôture, je me renforce pour faire baisser mon PRU. Parce que je pense que dans un premier temps, on aura du mal à passer les 3 euros. Voilà, à suivre. Et bien c'est tout, c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord. Je vous rappelle qu'on est extrêmement nombreux sur le Discord, que je suis loin d'être le meilleur, hein, je suis juste le moins timide. Et notre ami Maxime nous revient du coup dans 15 jours. Il reviendra du Japon. Et comme ça, il pourra nous présenter son portefeuille. Voilà, on ne l'aura pas vu pendant 15 jours. Il y aura eu certainement plein de nouveautés. Super. Voilà, allez, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.